Entre Staline et Hitler, il y a un monde. Entre Mélenchon et Zemmour, il y a un monde aussi. Mais pourquoi ? N'avez-vous jamais cherché à savoir pourquoi les personnes de droite et de gauche ont autant de difficultés à s'entendre ? Bon, on pourrait me répondre que tout vient du fait qu'ils n'ont pas les mêmes idées et qu'ils s'appliquent à défendre des opinions totalement différentes. Mais le problème est bien plus profond que ça. Comment se fait-ce que la droite croit détenir la vérité et que la gauche croit aussi détenir la vérité alors que leurs idées sont complètement opposées? Le pire, c'est que cet état de fait crée des tensions entre les différents bords politiques. C'est à qui aura raison, à qui aura la plus grosse, à qui fera le plus de bruit. Mais ça, le peuple s'en fiche. Ce que veut le peuple en réalité, c'est la vie bonne. Point barre. Et avec ce clivage incessant entre la droite et la gauche, nous sommes encore très loin de cet idéal. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en lumière le nœud à la base de la confrontation gauche-droite. Car il est plus important d'analyser la situation profondément et à froid, plutôt que de rentrer de manière pulsionnelle dans cette confrontation stérile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Déconstruction. Le format qui va faire de vous les penseurs critiques de demain. Scorpio. Regardez donc avec quelle force ils affirment ce qu'ils pensent. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte du tout. Eh bien, moi, effectivement, je suis d'accord avec le ministre Blanquer. Ça n'est évidemment pas souhaitable, parce que le voile, ça n'est pas une casquette ou un serre-tête. Ça n'est pas un bout de tissu anodin. C'est un marqueur de la radicalité de l'islam. Jamais une émancipation n'est obtenue par l'interdiction d'un vêtement. Jamais on ne force les femmes à s'émanciper. Celui qui dit telle chose est aussi sûr de la véracité de ses propos que celui qui dit l'inverse. Mais d'où vient donc le problème? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. En effet, ce que dit un politique émane directement de son système de croyances. Il croit certaines choses parce qu'il les a entendues, les a déduites ou les a même expérimentées. À part certains faits objectifs sur lesquels les politiques se retrouveront, tels que la Terre est ronde ou les chats ont un cerveau, ils ne s'entendent pas car ils ne défendent pas les mêmes croyances. Et le problème des croyances, c'est qu'elles ne sont pas objectives justement. Elles dépendent seulement du raisonnement des individus qui les font leurs. C'est là que tout commence à s'entremêler. Du fait que la politique n'est pas une science exacte. Le but même de la politique, c'est de régir la vie en commun, de décider des actions à mettre en place pour gérer au mieux la vie dans la cité. Sauf que tout n'est pas figé, tout n'est pas mesurable. La société évolue et les aspirations profondes des individus aussi, en même temps que les moyens que nous avons à disposition pour atteindre nos objectifs. Mais il y a encore plus important. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Monsieur X ne veut pas du même monde que Madame Y, qui elle-même ne veut pas du même monde que Madame Z. Voilà pourquoi je dis que la politique n'est pas une science exacte. Il n'y a pas un programme politique ou même un bord politique qui puisse satisfaire tout le monde. Il n'y a pas un programme politique qui puisse satisfaire tout le monde puisque tout le monde n'a pas les mêmes aspirations. Par exemple, les gens de droite préféreront majoritairement un système méritocratique, qui n'hésite pas à sanctionner lorsqu'il faut sanctionner. À l'inverse, des gens de gauche préféreront en majorité un système égalitaire, basé sur le compromis et la justice sociale. Les hommes politiques se basent donc en grande partie sur des croyances qui leur sont propres. Mélenchon, autant que Zemmour, a fait sienne certaines idées et se bat pour les faire triompher, puisque pour lui, elles sont plus proches de la vérité que les idées de son adversaire. Bon, maintenant, de quoi découlent-elles ces idées? Eh bien là, tout s'explique par des années d'histoire. Les idées qu'un individu va adopter dépendent de tellement de choses que je n'aurai pas le temps d'en parler en profondeur. Retenons simplement que cela va dépendre de son éducation, de ses capacités intellectuelles, de son passé, de ses affects, de ses relations. Plus globalement, cela dépend de tout ce qui constitue ses expériences. En bref, on regarde le monde selon le conditionnement qu'on a subi et qu'on continue inévitablement à subir. Et forcément, d'une expérience de la vie à une autre, il y a parfois un fossé, ce qui amène deux individus à adopter deux croyances totalement différentes. Un exemple très concret. Prenons Monsieur M et Monsieur Z. Toute ressemblance ou correspondance avec un individu existant ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Monsieur M a côtoyé de nombreux Arabes durant sa vie. Il en a connu quelques-uns durant ses années d'école, puis ses années d'études. Il s'est marié avec une femme arabe, etc. Pour Monsieur M, tout s'est toujours bien passé avec les Arabes. Il n'a jamais été agressé par l'un d'entre eux, n'a jamais subi de traumatisme de leur part et les a toujours trouvés très sympathiques. Mais pour Monsieur Z, les choses sont bien différentes. Issu d'une famille arabe et d'un milieu composé majoritairement de personnes arabes, il s'est souvent fait frapper, insulter, maltraiter. Un beau jour, alors qu'il lisait un livre dans un coin, on s'est moqué de lui. Un autre jour, alors qu'il rentrait chez lui après avoir fait des courses, il s'est fait cracher dessus par un arabe. Conclusion, Monsieur M dit que les mœurs des Arabes sont parfaitement conciliables avec celles des Européens, et Monsieur M dit que les us et coutumes des Arabes ne sont absolument pas compatibles avec celles des Européens.
Voilà comment émergent deux idées totalement différentes chez deux individus opposés politiquement. Et le pire, c'est que dans un sens, chacun de ces deux messieurs a raison. Ou en partie raison. Il aura en partie raison car son expérience leur a appris qu'une partie des Arabes agissent de telle ou telle manière dans telle ou telle situation. Le conditionnement d'un individu, à la base des croyances de cet individu, va donc être la première raison du fait que cet individu prendra pour véritable ce dont il a fait l'expérience. Mais il y a autre chose, une autre forme de conditionnement strictement réductrice, qui nous fait nous tromper sur ce que l'on croit être vrai ou non. Rappelez-vous que le cerveau humain est naturellement biaisé par des biais psychologiques qui anesthésient son esprit critique et l'empêchent malgré lui de voir la réalité en face. Dans cette situation, il y a un fait que tout un chacun a tendance à oublier, l'effet bulle de filtre. La bulle de filtre existe grâce à, ou à cause, des algorithmes sur les réseaux sociaux, travaillant à nous présenter uniquement les contenus et les faits d'actualité qui correspondent à nos préférences. Alors ça a ses avantages, mais en politique, c'est très dangereux. C'est très dangereux car ça contribue à l'abrutissement des hommes politiques qui prennent ce qu'ils voient pour une généralité, et toujours malgré eux. De fait, tout ce qu'un politique va voir sur les plateformes où il s'informe va contribuer à renforcer ses croyances déjà établies et lui faire croire que ce qu'il voit représente ce que tout le monde voit, alors qu'en fait, il n'y a que lui et ses amis idéologiques qui le verront. C'est très vicieux car alors qu'on pense voir ce que tout le monde voit, nos adversaires politiques compris, on s'enferme un peu plus dans sa bulle qui ne représente qu'une partie de la grande bulle qui contient le tout, ce que tout le monde peut voir en somme. Donc, abreuvé par des informations différentes, construit par des expériences différentes, l'homme de droite et l'homme de gauche vont, chacun dans leur coin, adhérer à des croyances qui leur paraissent justes selon ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu, et finalement les considérer comme la vérité, alors que les croyances de droite et de gauche n'ont strictement rien à voir. Pour illustrer la situation, on pourrait imaginer que la vérité est quelque chose de difficilement accessible dans son entièreté. Cependant, certains individus arrivent à en déceler une partie, et considèrent généralement que cette partie constitue le tout. Pour autant, cette partie n'est qu'une partie du tout. De fait, les hommes politiques, biaisés et aveuglés de toutes parts, pourront avoir une partie de cette vérité, le carré pour l'homme de droite et le cercle pour l'homme de gauche par exemple, et considéreront, à tort, que cette partie constitue le tout, la fameuse vérité. Bien sûr, les politiques ont toujours tendance à surjouer, à exagérer certains faits et à en atténuer d'autres. Il y a aussi des enjeux énormes dans leur milieu. Voilà donc qui explique pourquoi ceux-ci n'auront jamais l'entière vérité, et resteront toujours en désaccord avec leurs adversaires politiques. D'ailleurs, j'ai omis jusqu'ici d'aborder un point capital pour répondre à la question précédemment posée. Les politiques ont des valeurs qui divergent d'un bord politique à un autre. Quand les personnes de gauche penseront égalité, les personnes de droite penseront mérite. Quand les personnes de gauche diront entraide, les personnes de droite diront indépendance. Je caricature légèrement. Et les valeurs, c'est fondamental car c'est précisément ce qui fait l'essence d'une personne. Ou plutôt, ce qui fait l'essence des actes et des croyances de cette personne. Nos valeurs dirigent tous nos faits et gestes. Elles sont les lunettes à travers lesquelles nous décelons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Elles ont, de fait, une certaine tendance à se solidifier dans l'esprit de celui qui les a faites siennes. Et par conséquent, la plupart des gens qui adhèrent à certaines valeurs croiront systématiquement qu'elles constituent la vérité, la fameuse voie à suivre. Alors que ces valeurs sont injustes, parfois dangereuses, ou que les croyances qui découlent de ces valeurs sont complètement erronées. En somme, aucun politique ne possède et ne possédera jamais la vérité. D'aucuns s'en rapprocheront, effectuant des actions qui sauront concilier un maximum de personnes, mais ils seront toujours limités par des croyances bancales et un attachement politique qui conditionnent leur manière de penser. Pourtant, chacun croira dire le vrai, chacun croira que son paradigme est le plus juste, le plus beau, le plus envisageable. C'est foncièrement inévitable. Maintenant, gardons en tête que la politique n'est pas une science exacte. Tout n'est qu'une question de conception, d'interprétation et même d'imagination. La seule chose vraie, c'est que la vérité n'existe pas dans les systèmes politiques. Lorsqu'on parle de croyances subjectives, des croyances qui ne sont pas vérifiables au niveau global, le fasciste a autant raison que le communiste, ou a autant tort que lui. Et bien sûr, le fasciste autant que le communiste sera absolument convaincu de détenir la vérité, et nous fera croire d'une manière ou d'une autre que son système de pensée est le plus vrai. Que voulez-vous ? Il faut bien entasser de potentiels électeurs dans son camp. Alors la prochaine fois que vous serez amené à écouter des politiques parler, gardez en tête que ceux-ci ne font que défendre un système politique qui leur est propre, mais qui n'a rien d'universel. C'est ainsi, il faut gagner, et à la façon de Machiavel, la fin justifie les moyens. Malheureusement, les acteurs politiques manquent souvent d'ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit pourtant nécessaire dans la recherche de la plus belle des vies. Alors je me demande, quand est-ce que vous gagnez ?